On a donc le corps qui est, d'après la tradition hindoue, fait de conscience et d'énergie. Et en fait, c'est que ensemble qu'ils ont pu créer le monde manifesté. Et donc, le monde vient des mêmes choses, des mêmes éléments. Et ce qui se passe, c'est que juste en créant ces éléments, il a fallu qu'il y ait quelque chose, un désir. Et en fait, le désir, c'est la cause principale de la souffrance humaine. Les désirs, il va venir d'en fait notre cerveau, quand on a été créé, on a eu une illusion, cette volonté d'exister, mais en fait, on prend en même temps le fait qu'on est séparé de notre enveloppe matérielle du plus profond de comment on a été créé. Et donc, le couple Shiva-Shakti à la création, Shakti, elle était trop concentrée à créer le monde et elle écoutait plus son Shiva. Et donc, Shiva, il a transmis le yoga à l'homme, qui est la science de l'union pour revenir à la base de la vie, la base de l'existence, et en même temps éliminer ses désirs. C'est pas ne plus avoir de désir, parce que sans désir, il n'y a pas de vie, mais c'est pour mieux les contrôler, mieux se contrôler et arriver à cet espace de non-dualité où on peut connaître l'illumination. Le yoga, il est né il y a des années, avant même Jésus-Christ. On n'arrive pas vraiment à le situer entre moins de 100 et 200. Et en fait, ça a été surtout une partie pour contrôler son énergie dans le corps grâce à la respiration. On avait 8 étapes qu'on a toujours, qu'on appelle les Ashtanga, les 8 branches de réalisation du yoga. Et en fait, avec ces 8 branches, on arrive à passer au-dessus de l'enveloppe corporelle et aller se connecter à un peu plus divin et à trouver beaucoup plus d'harmonie. Le yoga, c'est donc pas juste un mélange de postures, c'est vraiment toute une philosophie, tout un mode de vie. En fait, il n'y a que vers le XIe siècle qu'on a vraiment eu les postures. De base, c'était plus tout ce qui est yoga tantra. Le tantra, c'est des outils qui vont nous aider à atteindre ces 8 étapes plus facilement. Tout ce qui va être pratiquer des mantras, chanter des mantras, pratiquer des respirations, méditer, venir se connecter sur ce qui se passe à l'intérieur. On a eu aussi tout ce qui est chakra qui vient du 9e siècle. Et en fait, c'est que un peu plus tard qu'on a utilisé des postures pour méditer sur différents sujets. Et vers le 20e siècle, on a eu le yoga comme on connaît aujourd'hui, le vinyasa yoga, qui est un mouvement, une respiration, et qui vient en fait pour soigner le corps. Il y a eu pas mal de problèmes un peu de léthargie, et donc on a fait ça pour stimuler la circulation sanguine et favoriser la perte de poids. On l'a un petit peu associé à une dimension sportive pour justement faire travailler un petit peu tout ce corps, parce que le corps, c'est le premier palier vers l'esprit. Et à peu près en même temps, on a eu le yoga Ashtanga. Le yoga Ashtanga, c'est une série de postures qu'on va répéter et qui va nous aider à la discipline et à la progression. Sinon, voilà, de base, c'était vraiment que le hatha. Le hatha, en fait, on part de la même posture de base. On fait une posture qu'on va rester pendant longtemps, vraiment pour méditer, puis on revient à la posture de départ, etc. Et de base, le yoga, c'était pour les hommes. C'était quelque chose de très masculin. Et c'est que vers le 20e siècle que Indra Devi, une femme de l'Est, elle a demandé au maître de lui apprendre et il a pas voulu, mais elle a tellement insisté qu'il lui a appris. Et en fait, elle est repartie l'enseigner aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et maintenant, c'est devenu une discipline qui est majoritairement appréciée par les femmes. Avec le yoga, on va vraiment passer sur une découverte, sur une exploration interne. On va aller prendre conscience de nos muscles, mais aussi de nos émotions, de notre corps. On va, pendant ce processus, aller vraiment se connecter sur nos désirs internes, se libérer un petit peu de toutes nos matrix. Par exemple, la ville où on est né, le pays où on est né, ce que notre famille nous a appris, la langue qu'on parle, les histoires qu'on a vécues. Tout ça, en fait, va former notre propre réalité. Et en fait, à chaque fois qu'on va avoir une émotion, on va la faire passer par tous ces filtres avant de la mettre à nos cœurs.
Et en fait, en yoga, on vient essayer d'un petit peu enlever tous ces filtres pour en fait aller dans cet état où il y a pas de bien, il y a pas de mal, parce qu'en fait la notion de bien et de mal, pour moi, elle sera différente que pour toi. C'est pour tout le monde différent, parce qu'on n'a pas tous le même vécu. Et donc en yoga, on vient enlever tout ça pour vraiment se connecter à l'essentiel de l'information. C'est donc comme ça qu'on trouve vraiment une paix intérieure et qu'on va se libérer de ce qu'on appelle ignorance. Parce qu'en fait, si ma version, c'est pas la même que toi, quelle est la vérité? Et donc, on vient vraiment chercher cette vérité universelle. Et en cherchant cette vérité, on vient vraiment tout purifier en nous. Et les postures de yoga, c'est vraiment pour nous aider à arrêter de penser trop. Quand on doit tenir une posture pendant hyper longtemps, on est obligé de se concentrer sur notre corps, sur les sensations physiques. On ne peut pas être ici et là et garder bien ses alignements, c'est pas possible. On a aussi ce qu'on appelle les drishti en yoga. C'est en fait un point fixe qu'on doit regarder à chaque posture qui nous aide à donner une direction, mais aussi qui va nous aider à stabiliser notre mental. Parce que si vous êtes comme ça et que vous faites comme ça et là, vous n'allez pas être dans le moment présent, que si vous êtes obligé de regarder droit, vous allez être obligé de regarder les choses en face et donc votre cerveau, il va faire vachement le tri sur plein de choses. Le yoga, ça nous aide donc à réaliser et à accepter comment on est. Voir où est-ce qu'on en est dans notre parcours, voir comment est notre corps, comprendre comment on marche. Et en fait, quand on a cette notion, cette connaissance de nous, c'est beaucoup plus facile de nous accepter tel qu'on est. En fait, on va prendre tout ça et on va juste essayer de s'améliorer, mais on va accepter que les choses, elles soient comme ça, parce qu'on ne peut pas les changer pour le moment. On ne peut pas changer le passé, mais on peut contrôler le futur. Et en contrôlant le futur, c'est en fait en contrôlant le moment présent. Et donc en yoga, c'est pour ça qu'on parle vraiment de pleine conscience et de moment présent. C'est parce qu'en fait, on va rentrer toutes ces pensées positives, toute cette motivation, toute cette détermination sur l'instant T en tenant une posture de force. Et on va rentrer toutes ces affirmations, on va voir nos faiblesses, et en voyant nos faiblesses, on sait les axes d'amélioration. Le yoga, ça nous apprend aussi à lâcher prise, relâcher un petit peu toutes les tensions de l'extérieur pour revenir à ses désirs les plus profonds. On a donc 4 types de yoga. On va avoir le premier qui est le karma yoga, c'est tout ce qui est yoga d'action. Tout ce que vous faites dans la vie, vous envoyez des vibrations, ça va vous revenir. Si vous faites des choses désintéressées, du bénévolat, vous êtes gentil, vous souriez, ça va vous revenir. Si vous êtes dans un intérieur propre, vous allez le refléter. Tout ça, c'est le karma yoga, yoga de l'action. Puis vous avez le bhakti yoga. C'est la voie de la dévotion. La dévotion, en fait, c'est l'amour que vous mettez à faire quelque chose. Par exemple, l'amour que vous allez mettre à ranger votre maison, à laver votre voiture, à décorer votre portable, à dans un point un peu plus yogi, ça va être allumer de l'encens et à faire circuler les bonnes énergies. Ça peut être aussi avec la prière, à envoyer votre énergie sur quelque chose de plus grand, à croire que quelque chose de plus beau peut se manifester. Et en chantant un mantra, vous allez envoyer, créer ces vibrations, cet espace dans votre corps pour résonner avec ce que vous voulez attirer. Ça, c'est la dévotion. Puis vous avez en troisième le Jnana Yoga. Ça, c'est le yoga de la connaissance. Le fait de jamais laisser l'ego surdimensionné parler, toujours être un éternel étudiant, toujours écouter les différentes versions des gens, toujours étudier, toujours se renseigner, toujours voir qu'il y a plusieurs vérités et toujours chercher à étudier, à comprendre, à voir, toujours se cultiver. Et le quatrième, on a le Raja Yoga, qui est la voie royale et qui contient donc les 8 étapes, les 8 branches du yoga, dont les postures qui mènent à l'illumination. Les 8 branches, elles ont donc les yamas. Les yamas, c'est tout ce qui est les principes éthiques pour la paix dans le monde. Tout ce qui va être la non-violence,
le fait de donner une réponse claire, d'attendre une réponse claire, le fait d'être compatissant avec les autres, le fait d'être gentil avec les autres, le fait de pas avoir des pensées négatives, le fait d'être toujours gratifiant avec soi-même ou avec les autres, le fait de choisir des mots aimables même dans des discussions difficiles, le fait d'être compatissant avec soi et avec les autres même dans des journées stressantes. Puis vous avez Satya. Satya, c'est tout ce qui est vérité, authenticité. Il faut exprimer ses émotions, il faut exprimer ses pensées, ses sentiments. Il faut juste le faire dans le respect, dans la compassion, mettre un petit peu de miel autour. Tout message peut passer, toute vérité peut être dit si vous y mettez les formes. Si vous mentez, si vous transformez votre vérité, vous allez être la personne qui allait en souffrir parce que vous le savez, ça va se bloquer à ce niveau-là, ça va se bloquer sur votre confiance. Parce que la personne en face, elle ne sait pas ce que vous ressentez. L'expression de ses émotions, c'est vraiment capital. Satya, il est hyper important. Puis vous avez Asteya. Asteya, c'est le fait de ne pas voler. Ça peut être voler des objets comme voler aussi du temps, du pouvoir. Le fait d'arriver à l'heure, c'est Asteya. Le fait de pas utiliser les personnes pour notre propre intérêt. Le fait de pas récolter ce qui nous est pas dû. Le fait de pas fausser nos relations. Le fait de pas demander plus de faveurs. Le fait de pas être impatient. Tout ça, ça vient sur le fait de ne pas voler. Puis vous avez Brahmacharya, ça c'est le contrôle des pulsions sexuelles. En fait, notre corps marche par rapport à un désir de création, et donc tout ça c'est lié à notre chakra sexuel. L'énergie, donc l'énergie de réalisation, elle est sexuelle. Si on contrôle pas ces pulsions sexuelles, en fait on va donner son énergie à tout le monde, et en même temps, on a tellement donné ça à tout le monde qu'on va plus en avoir assez pour nous. C'est donc hyper important de s'honorer, se respecter et en même temps aussi honorer l'énergie des autres. Le sexuel, ça doit être vraiment comme un échange d'énergie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une alchimie qui se passe entre deux personnes lors d'un acte sexuel. C'est parce que vraiment, on va donner notre énergie à quelqu'un et on va prendre l'énergie de quelqu'un pour la mettre en nous. Et donc, si on fait ça avec un peu n'importe qui, on a un peu n'importe quoi comme émotion à l'intérieur de nous. Et on a donc ce qu'il y a en pilier en yoga, la bharikara, c'est la non-possession. Le fait de comprendre qu'en fait, aucun objet ni personne n'est réellement à nous parce que tout est périssable. Tout change, tout se détériore, tout évolue, tout avance. Et donc, les choses, elles ne sont jamais fixes. Si on s'attache trop à oui, mais avant c'était comme ça, oui, mais j'ai perdu mon portable, en fait, on reste sur du matériel et on oublie les sensations qu'il y a avec. Si cette personne, avant, elle était comme ça et aujourd'hui, elle est comme ça, c'est que vous avez évolué, c'est que elle a évolué. Au lieu de s'attacher à des anciens sentiments, voyez le beau dedans, voyez les émotions que ça vous a créées, voyez ce qu'aujourd'hui ça vous a fait devenir, voyez parce que elle est devenue. Et puis, acceptez les choses. Si vous vous ouvrez à du beau dans votre vie, vous allez avoir du beau. S'attacher à des choses, ça crée juste de la souffrance. Puis en deuxième, on a les nimayas qui sont le fait de faire la paix avec soi-même. En première partie, on a Sochas qui est la purification, le nettoyage. Ça peut aller comme nettoyer son espace, avoir une bonne hygiène corporelle, faire attention à ce qu'on mange, faire du sport, nettoyer son âme avec des prières, des exercices de respiration, des affirmations positives, de la compassion. On peut aussi, en yoga, on a ce qu'on appelle des kriyas, donc c'est ce qui va venir nettoyer le nez. On peut nettoyer aussi la partie de la boîte crânienne avec la respiration Kapalabhati. On a le nettoyage de l'intestin, on a le nettoyage des yeux avec l'exercice de la bougie Trakata. Et on a aussi tout ce qui va être nettoyer chez soi, faire de la place à l'intérieur, à l'esprit de pensée, à l'énergie de circuler. Et on peut aussi nettoyer chez soi avec de l'encens ou des senteurs. En deuxième, on a Santosha. Santosha, c'est la satisfaction, le contentement. C'est en fait le fait de prendre un moment dans sa journée pour apprécier des petites choses.
voir des petits détails, se connecter un petit peu plus au moment présent, essayer de voir du beau dans chaque chose, essayer d'être content avec ce qui vous arrive. Même les passages négatifs ont quelque chose de positif à vous amener. Essayez de vous concentrer sur l'aspect positif toujours des choses, même si c'est dur. Parce que dès qu'on perd quelque chose, c'est qu'on fait de la place pour du nouveau. Ça veut pas dire qu'on doit accepter les choses telles qu'elles sont, mais ce qu'il faut pas, c'est juste ne pas être ingrat. Il faut juste, OK, aujourd'hui, je suis ici, c'est pas réellement où je voudrais être, mais tous les jours, je fais un peu plus. Tous les jours, je deviens la personne que je veux être, alors je suis heureuse et ça arrivera. Ce qui nous amène à tapas, le troisième. Tapas, c'est la persévérance, c'est cette force mentale qu'on met dans la discipline. C'est le fait d'avoir des routines, des bonnes habitudes et le fait d'avoir la volonté de faire les choses. C'est un peu comme le feu qui brûle en nous et qui vient nous aider à créer la vie qu'on veut. Tapas, il s'entretient avec des petites habitudes régulières. C'est difficile d'intégrer quelque chose de nouveau, mais si vous le faites un tout petit peu chaque jour, au fur et à mesure, ça sera comme inné. C'est toujours difficile au début, alors qu'au passer un temps, ça devient normal. Aussi, quand on a conscience de nos faiblesses, c'est plus facile d'avoir l'axe d'amélioration. Pareil pour nos forces. Quand on sait sur quoi on est fort, c'est plus facile d'aller vers des choses qui nous réussissent et donc moins se décourager. En troisième branche vient enfin la partie avec les asanas, c'est les postures de yoga. Les postures de yoga, on se sert donc de notre corps, on va aller lui amener ce qu'il a besoin. Et en amenant de la souplesse et de la concentration à notre corps, on vient aussi amener à notre esprit plus d'ouverture. On a plusieurs familles d'asanas. On va avoir tout ce qui est posture debout, qui va renforcer la stabilité, mais aussi l'ancrage entre les pieds, la terre, et la tête, le ciel. On va trouver de la concentration dans les postures debout et ça va aussi nous aider à se stabiliser. Puis on a les postures assises. Les postures assises, elles nous permettent de relâcher le corps et donc l'esprit. Et ça vient donc éliminer la fatigue, ça nous aide à aussi partir plus facilement en méditation et mieux harmoniser notre circulation d'air. Tout ce qui va être les flexions avant, c'est super bon pour éliminer les tensions négatives. Ça vient nous amener à regarder un petit peu plus la vérité en face, plus près du sol. Et ça vient détendre le bas du dos et nous concentrer vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout ce qui va être torsion, le fait de tourner, c'est super bon pour la digestion. Ça va être bon aussi pour les mal de dos, pour les mal de cou, des épaules. Tout ce qui va être vraiment le fait de sécréter, d'éliminer les choses. Tout ce qui est posture d'équilibre. Ça vient tester notre confiance en nous. Ça développe aussi notre légèreté, notre coordination, mais aussi notre force. Vu que le poids, il est plus sur 2 jambes, mais sur une jambe, on est obligé de créer une sorte de balance, de mieux maîtriser son esprit. Et en fait, une fois qu'on est dans la posture, on a vraiment cette confiance en nous. Pendant les postures d'équilibre, c'est conseillé de fixer un point fixe. On a tout ce qui est flexion arrière. C'est bon pour ouvrir sa cage thoracique, améliorer ses voies respiratoires, mais aussi ouvrir le cœur à recevoir plus et donc améliorer sa stabilité émotionnelle. Tout ce qui est posture allongée, c'est bon pour régénérer les cellules, enlever la fatigue, mais aussi ça peut stretcher les abdos. Et vous savez, les inversions, c'est quand on met la tête en bas. En fait, ça apporte du sang nouveau. Ça rafraîchit les idées. Et aussi, ça nous oblige un petit peu à affronter nos peurs, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la tête en bas. Et ça joue un petit peu avec les limites qu'on se fixe. C'est bien, du coup, de voir, en fait, ça nous aide à affronter un petit peu ce qu'il y a en face de nous et qu'on ne veut pas s'avouer en temps normal. Alors, je suis désolée, j'ai oublié cette partie qui est hyper importante en yoga, c'est le pranayama, les techniques de respiration. Vous avez une vidéo où je vous l'ai dit tout en détail. Là, je vais juste vous dire les bénéfices. C'est la seule fonction du corps qu'on peut faire inconsciemment, mais aussi consciemment. C'est grâce à notre respiration qu'on prend toute l'énergie vitale.
Et en fait, en oxygénant un peu mieux ces cellules, en apportant plein de pensées positives, on peut contrôler vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs types de respiration en yoga et je vous laisse aller voir la vidéo suivante pour les connaître un peu plus dans le détail et pratiquer avec moi. En cinquième, on a Pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait des stimuli externes. En fait, c'est le fait de garder son focus dans le présent, dans l'ici et maintenant, sans tenir compte des choses autour. Pour ça, il faut ignorer ces distractions en changeant et contrôlant sa réaction. En fait, on va se rendre compte du son, mais au lieu d'avoir un sentiment soit positif, soit négatif, on va garder un sentiment neutre. Et en yoga, on revient toujours à notre respiration. On va revenir donc à notre respiration pour se focus sur quelque chose d'autre. Cette partie du yoga, elle est hyper sensible à la junk food parce qu'en fait, quand on mange de la nourriture, on va manger des certaines fréquences. Si on mange de la nourriture plein de vitalité, on va manger des hautes énergies et donc le corps, il va vibrer sur les mêmes énergies, il n'aura pas besoin de la transformer. Mais si on a de la nourriture transformée ou sans apport nutritif, le corps, il va manquer d'énergie, il va devoir solliciter plein d'organes pour digérer tout ça et donc il va avoir du mal à oxygéner correctement le cerveau, il n'y aura pas assez d'apport nutritionnel dans le sang pour nourrir tous les organes et donc on va vraiment avoir tous ces problèmes de déconcentration, de défocus, on va avoir l'esprit qui part un petit peu de partout et en fait c'est hyper important de voir que ça peut, de comprendre que ça peut passer par notre alimentation. En sixième, on a dharana. Dharana, c'est la concentration. Concentration complète, une complète clarté. C'est le fait d'arrêter de faire plusieurs choses à la fois. Quand on est en yoga, on a ce qu'on appelle le drishti, qui est donc le point à regarder, parce que si on avance dans la vie sans but, ça va être plus long. Si on sait où on va, on a une direction, on a un chemin tout tracé et donc on peut y aller plus facilement. Ça, c'est la concentration. Avoir un but, avoir un point, avoir quelque chose, éviter de faire plusieurs choses à la fois, vraiment essayer d'avoir notre esprit qui est à 100% dans quelque chose. En yoga, on se sert d'une bougie pour débuter. On va regarder la flamme et en fait, en regardant la flamme, on va vraiment se concentrer sur plusieurs couleurs et ça va nous aider à avoir notre cerveau qui reste que sur un point. Puis vient en septième, dhyana. Dhyana, c'est l'état de méditation où on peut contrôler notre courant conscience. Il vient un petit peu à la suite des 6 autres étapes et en fait, c'est une concentration qui est si intense qu'on en oublie où est-ce qu'on en est, qu'on en oublie notre enveloppe corporelle. On est vraiment juste avec notre esprit et on n'a plus aucune distraction autour. Le flux de pensée, il est vraiment très, très simple. L'esprit, il est super calme. C'est un petit peu l'art de rien faire. C'est difficile au début, mais c'est tellement magique une fois que vous l'avez. Ça marche vraiment avec les méditations guidées, tout ce qui est pleine conscience. Le fait d'arriver à maîtriser votre esprit, ça vous aide en méditation, mais ça vous aide beaucoup dans la vie de tous les jours pour garder votre calme. Et donc, une fois que vous avez compris, que vous avez réalisé toutes ces étapes, vous arrivez dans la huitième étape qui est l'étape goal, ultime, qui est le samadhi, l'éternel bonheur. C'est un peu cette super confiance, cette connexion avec plus grand. Vous avez compris comment marchait votre corps, vous avez compris que vous êtes dans une unité avec la nature, avec les animaux, avec votre environnement. Vous êtes vraiment qu'un et vous êtes en paix avec vous-même. Vous vous sentez léger, vous vous sentez heureux. Il y a plus vraiment de frontières entre nous et l'univers. On fait vraiment qu'un. L'âme, elle est apaisée, elle est guérie, elle est illuminée. Et en fait, c'est aussi ce qu'on vient chercher en Kundalini Yoga, parce qu'en fait, on va penser au serpent qui vient descendre, alors qu'en fait, quand il a goûté à l'essence pure du Kundalini qui est dans notre chakra racine, il est comme
intoxifié, en fait, il est illuminé et il vient monter directement en flèche et en fait, il a ce pouvoir, cette chaleur un peu comme une fusée qu'il y a. Donc la fusée, elle a cette trajectoire qui est jaune, mais en même temps qui crée toutes les couleurs. Il a ce pouvoir infini de réaliser les choses avec dynamisme, motivation, rapidité. Il n'y a plus un seul des chakras qui est bloqué, tout circule bien. Et ben ça, c'est le samadhi, ce qu'on vient chercher en yoga.